À quoi ressemblera donc le pontificat du pape Léon XIV? Quels sont les grands chantiers qui l'attendent à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Église et surtout quels seront ses liens avec le continent africain? On en parle ce soir avec nos trois invités. En plateau, on retrouve Clémence Houdaille. Rebonsoir et merci d'être encore avec nous. Vous êtes, je le rappelle, journaliste au journal La Croix. Nous sommes aussi en direct du sud de la France avec Blandine Chéligny-Pont. Bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université d'Aix-Marseille, docteur en droit, spécialiste du lien entre politique et religion. Et nous avons le plaisir d'être en direct de Yaoundé, au Cameroun, avec le professeur Jean-Paul Messina, docteur enseignant à l'université catholique d'Afrique centrale, spécialiste de l'histoire du christianisme. Bonsoir à vous, professeur Jean-Paul Messina. Alors Clémence Houdaille, ma première question est pour vous. Cette élection du pape Léon XIV, elle ouvre, on imagine, dans l'histoire de l'Église un nouveau chapitre. Oui, alors comme toute élection de pape, mais effectivement c'est la première fois qu'un pape nord-américain est élu, même si il n'est pas que nord-américain. Léon XIV, il a aussi passé beaucoup de temps au Pérou. Il a passé plus de temps au Pérou qu'en Amérique, qu'aux États-Unis. En fait, donc en ça, il se rapproche du pape François. C'est un religieux augustinien. Il en a bien parlé de cette filiation avec Saint Augustin dans sa première prise de parole. Donc ça marque aussi sa façon d'être, sa façon de travailler en équipe, en communauté. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on va découvrir avec lui. Il a 69 ans, il est jeune pour un pape. Ça veut dire que potentiellement ça va être le pape peut-être des 20 prochaines années. Tout à fait. On peut penser à celui dont il a pris le prénom, Léon XIII, qui l'a précédé dans cette filiation de nom. Léon XIII, je crois qu'il a été pape pendant 25 ans. Donc oui, en tout cas, il n'a pas été choisi pour être un pape de transition, comme on dit parfois, que parfois un pape est choisi plutôt âgé pour ne pas durer trop longtemps. Là, c'est vraiment pas le choix qu'ont fait les cardinaux et un choix qui a été fait très rapidement. Au bout de 4 tours de scrutin, ça veut dire que c'était vraiment un choix d'adhésion de l'ensemble des cardinaux. C'est un choix d'adhésion et ça peut surprendre. C'est vrai qu'on entendait dans notre première partie, dans la partie journal, les Américains qui étaient eux-mêmes surpris. C'est vrai que le pape Léon XIV ne faisait pas partie des favoris, en tout cas de ceux qui étaient pressentis. Jean-Paul Messina à Yaoundé, comment est-ce que vous avez accueilli le choix de ce pape? Est-ce qu'à titre personnel, vous avez été surpris? Je crois que nous n'avons pas été surpris. D'abord, la rapidité avec laquelle le conclave, n'est-ce pas, s'est dénoué. Vous voyez 4 tours, 2 jours. Ici, nous savons très bien que, n'est-ce pas, les favoris ne sortent pas toujours pape. Nous avons coutume de dire qu'on au conclave pape, on en sort cardinal. Et donc, cette rapidité avec laquelle le pape a été élu nous a donné le signe que l'Église s'entend très bien et qu'il n'a pas fallu de longues discussions pour que l'on arrive à élire le pape. Et je crois que malgré, n'est-ce pas, le regret de certains de n'avoir pas eu un pape africain, nous sommes heureux, nous sommes, n'est-ce pas, contents d'avoir un pape pour l'Église. Et tel qu'il s'annonce, et compte tenu de ses premiers mots pour le discours, nous disons tout simplement que ce pape, à l'image de son prédécesseur Léon XIII, va s'engager dans la question sociale. Et en Afrique, les questions sociales, n'est-ce pas, sont nombreuses. Et nous sommes d'ailleurs rassurés par ces premiers mots sur la paix, parce que nous avons besoin de paix en Afrique, la paix pour les élections, la paix sociale, il y a le terrorisme, et puis le monde court un grave danger de guerre. Et je pense que de ce point de vue, nous avons confiance que le nouveau pape va s'engager et va, n'est-ce pas, engager la diplomatie vaticane au service de la paix dont nous avons besoin pour nous développer. Justement, on va en parler de cette diplomatie vaticane. Vous effectivement, vous voyez en Léon XIV un pape capable de rassembler. Dès sa première apparition hier au balcon de la basilique Saint-Pierre, Léon XIV a appelé à construire des ponts. Je vous propose qu'on réécoute ces quelques secondes de discours. Vous aussi, aidez-nous, puis aidez-vous les uns les autres.
à construire des ponts par le dialogue, par la rencontre, en nous unissant pour tous former un seul peuple, toujours dans la paix. Voilà pour les premiers mots du pape Léon XIV. Blandine Kelly-Nippon, je me tourne vers vous. On l'entendait, voilà sa volonté de construire des ponts. Léon XIV, c'est, on l'a dit tout à l'heure, le premier pape américain. On a l'impression dans le monde actuel aujourd'hui que le président des États-Unis, Donald Trump, fait un petit peu la pluie et le beau temps au gré de ses humeurs. Est-ce que ce pape, il peut être un contre-pouvoir par rapport à Donald Trump et notamment par rapport à sa politique très dure vis-à-vis des migrants ? Alors, c'est certain que cette élection de ce pape qui est 2 fois américain, puisqu'il est citoyen des États-Unis et qu'il a été naturalisé péruvien, donc il est à cheval sur les 2 Amériques, et il a travaillé comme préfet d'un dicaster à Rome, et il est multilingue, il est polyglotte. Il est conçu, ou en tous les cas, il a été suscité pour refaire de l'Église une forme de rempart contemporain dans la situation du monde actuel qui est effectivement très problématique, d'être une source de paix, et il a demandé aux catholiques pendant son discours de présentation au peuple de Rome, qu'ils soient eux-mêmes unis. Donc l'unité de l'Église allait favoriser la paix à l'intérieur de l'Église, allait favoriser leur capacité à être des artisans de paix partout dans les pays où ils sont. Alors justement, sur cette question de l'unité de l'Église, Clément Soudaille, c'est vrai que Léon XIV, il est présenté comme une personnalité alors qui s'inscrit d'une certaine manière dans la continuité de son prédécesseur, le pape François, mais en même temps, on dit que c'est une personnalité plus mesurée, plus prudente. On dit que c'est un homme de synthèse. Est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il aura la capacité de rassembler les différents points de vue? On a commencé à évoquer cette question tout à l'heure, les différents points de vue, les différents courants qui s'opposent et parfois de façon très frontale au sein même de l'Église catholique. En tout cas, c'est ce que disent ceux qui travaillent avec lui. Effectivement, il a été choisi comme cardinal par François. Il s'inscrit aussi dans dans ce que portait François, d'attention aux plus pauvres, d'attention de pasteur vraiment de terrain. Quand il était au Pérou, c'était vraiment un évêque de terrain qui allait à la rencontre des fidèles de son diocèse. Il a été choisi pour ça par François comme cardinal, qui a ensuite l'a nommé comme préfet du dicaster pour les évêques, donc une sorte de ministère au Vatican. Mais c'est aussi quelqu'un qui sait écouter, qui sait travailler avec les autres, qui a toute cette dimension liée à la vie religieuse. En fait, c'est un religieux et dans la vie religieuse, les décisions elles se prennent en chapitre, c'est-à-dire que tout le monde a voix au chapitre, tout le monde discute. Après, il faut que le supérieur décide, mais il ne décide jamais seul. Et ça, c'est quelque chose que ceux qui ont travaillé avec lui, notamment à la curie romaine, reconnaissent au pape Léon XIV. En tout cas, il y a beaucoup de sujets qui divisent encore au sein de l'Église. Jean-Paul Messina, sur la question, par exemple, de l'homosexualité, de la bénédiction des couples de même sexe, on sait que sous François, il y a eu quand même des divergences très fortes qui sont apparues, notamment entre l'épiscopat occidental et l'épiscopat africain. Que peut-on attendre, selon vous, du pape Léon XIV sur ce dossier? Est-ce qu'il va reculer par rapport aux positions qui ont été prises par le pape François, ou est-ce qu'il peut aller encore plus loin? Bon, je crois que l'Église catholique a besoin aujourd'hui de la raffermir, parce que sur la question de l'homosexualité en Afrique, je crois que c'est une question qui n'est pas qui divise, dans la mesure où, justement, du point de vue culturel, on considère l'homosexualité comme contre nature, et la bénédiction, n'est-ce pas, liturgie des couples de même sexe a été perçue par les évêques africains comme justement une aberration. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que les évêques africains ont envoyé le cardinal Ambongo, archevêque de Brazzaville, président du symposium des conférences d'Afrique épiscopale, rencontrer le pape François pour leur expliquer leur action. Et je crois qu'ils se sont entendus. Et je crois qu'il est tout à fait
attendu aussi, ici en Afrique, que la synodalité, que le François arrive sur la sellette, continue, qu'on prenne les décisions ensemble, qu'on mine ensemble, et que l'autonomie, pas seulement matérielle ou financière, juridique aussi, puisse permettre à nos églises de résoudre les multiples problèmes sur place en prenant des décisions appropriées. Et je pense que, point de vue l'Afrique, nous sommes sûrs que l'actuel pape, Léon XIV, le pape Léon XIV, oui, va allez-y, je crois que nos deux invités veulent réagir à vos propos. Du pape François et continuer, n'est-ce pas, à préciser ces choses-là. Je pense que les Africains n'ont pas de raison de s'inquiéter. Il est vrai que une opinion tendait à ce qu'un Africain soit élu pape, mais ce n'est pas la déception, n'est-ce pas, que je sache. Je pense que nous avons suivi l'élection du pape et nous sommes d'accord d'avoir un pape, enfin. Clémence Houdaille souhaitait compléter et ajouter quelque chose. Oui, sur cette question précise des bénédictions accordées aux couples de même sexe, il avait été interrogé sur cette question-là, le cardinal Prévost à l'époque, donc qui n'était pas encore Léon XIV, notamment en marge du synode pour la synodalité à l'automne 2024. Et lui, il plaidait pour une voie médiane, il plaidait pour une forme de décentralisation en fait, disant qu'il fallait une certaine autonomie des conférences épiscopales en fonction du critère culturel de chaque pays. Donc il plaide pour l'unité de l'Église, mais avec une certaine forme de décentralisation qui s'adapte aux réalités et aux besoins de chaque continent, de chaque pays. Voilà, il n'est pas pour imposer quelque chose de manière complètement uniforme partout dans le monde. Partout dans le monde. Alors il y a un moment, et je voudrais qu'on avance un petit peu sur le volet du calendrier papal. Il y a cette messe d'inauguration, cette grande messe d'inauguration du pontificat qui aura lieu, on l'a appris aujourd'hui, le dimanche 18 mai prochain. Blandine Chéligny-Pont, on imagine que cette messe à laquelle vont participer des responsables politiques du monde entier, ça va être un moment très politique pour le pape Léon XIV. Ça va être le moment où il va rencontrer, peut-être pour la première fois, l'ensemble des personnes qui auront été invitées, qui vont venir. Et c'est certain que nous allons avoir beaucoup de commentaires médiatiques autour de l'éventuelle présence du vice-président des États-Unis. On peut imaginer qu'il va y avoir une rencontre peut-être entre, ou alors c'est pas du tout le moment, mais peut-être une rencontre entre Donald Trump, J.D. Vance et le nouveau pape. Alors dans l'immédiat, ça me paraît compliqué qu'éventuellement M. Trump refasse le voyage pour venir à Rome pour une messe complète. Voilà. Mais peut-être qu'une rencontre entre J.D. Vance et le nouveau pape va être préparée effectivement à l'occasion de ce déplacement. Sachant qu'on rappelle que J.D. Vance avait rencontré justement le pape François dans les jours qui ont précédé son décès. La veille, voilà, oui. C'est ça, c'était la veille, exactement. Clémence Houdaille, il y a un autre élément qu'il va falloir suivre. On imagine que ça va être le premier déplacement du pape Léon XIV à l'étranger. Ça aussi, ça va être un indicateur assez intéressant de quelles sont ses préoccupations. Est-ce qu'il va partir en zone de conflit? Quel continent il va choisir aussi? Est-ce qu'on a déjà des indices sur ce point? Alors là, pas du tout, non. Là, j'avoue qu'on n'a pour le moment absolument aucun indice parce que... Mais peut-être qu'on en saura plus lundi. Il va rencontrer des journalistes lundi. Il aura une rencontre avec des journalistes et sans doute que la question lui sera posée et qu'à ce moment-là, on en saura plus. Là, pour le moment, on est vraiment dans la découverte de ne serait-ce que l'organisation très matérielle de sa vie de pape, des choix qu'il va faire très concrets. Où va-t-il habiter? Son appartement, le déménagement. Voilà. Est-ce qu'il restera à la résidence Sainte-Marthe ou pas? De qui va-t-il s'entourer? On n'en est pas encore au premier déplacement, même si la question va se poser très vite, effectivement. Jean-Paul Messina, on voit depuis hier circuler sur les réseaux sociaux des photos du pape Léon XIV, alors à l'époque où il était encore cardinal et même avant cela, des photos de déplacement en République démocratique du Congo. Il est allé plusieurs fois dans le pays. On sait qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est au cœur de l'actualité pour ce conflit qui se joue à l'est, dans l'est du pays. Est-ce que vous pensez que la RDC pourrait être sa première destination? D'ailleurs, vous direz que on souhaite d'ailleurs que le pape Léon XIV
effectue son premier voyage en Afrique. Nous la sa congrégation est basée au Congo et ces pays. On ne vous entend pas très bien, Jean-Paul Messina. On va laisser peut-être la régie essayer de récupérer une liaison d'un peu meilleure qualité parce qu'on voudrait pouvoir entendre votre propos de façon complète. En tout cas, le chef de l'ONU a dit hier vouloir coopérer avec le Vatican. Clément Soudaille, il faut rappeler que le pape, qui est une autorité morale internationale, on peut peut-être le qualifier comme ça, c'est un diplomate aussi. Alors c'est un diplomate, c'est quelqu'un on a bien vu les messages qui arrivaient de partout dans le monde, de chefs d'État absolument partout au moment de son élection. Donc effectivement, il est écouté, il a un impact très fort et ses prises de parole vont être scrutées. Et on voit déjà qu'ont été scrutées depuis hier, depuis l'annonce de son nom, ne serait-ce que son compte X, son compte Twitter, ses réseaux sociaux, sur lesquels il était parfois assez prolixe, parfois. On dit que c'est un pape qui a été très connecté, alors on ne sait pas s'il va rester en tant que pape. On ne sait pas s'il a été, s'il va le rester, sans doute moins. En tout cas, il n'a pas essayé de faire le ménage de ses comptes avant de rentrer en conclave. Il aurait pu fermer ses comptes Twitter avant de rentrer en conclave au cas où. Il ne l'a pas fait et on a pu voir. Il ne s'attendait pas à devenir pape. Peut-être, voilà. Après, on sait qu'il y a plusieurs cardinaux qui ont mis leurs affaires en ordre avant de partir à Rome au cas où. Voilà, là, on a pu voir ces prises de position qui ont été très scrutées dès l'annonce de son nom. Donc, c'est sûr que tout ce qu'il fait, toutes ces prises de parole sont écoutées et ont un impact certain. Alors il y a un dossier, évidemment, on n'a pas eu le temps de l'évoquer. En quelques mots, celui des violences sexuelles et de la pédocriminalité dans l'Église, qui va être évidemment un défi de taille. On sait que beaucoup, Blandine Cellini-Pon, je me tourne vers vous, beaucoup d'associations de victimes ont été un peu déçues par l'action du pape François en la matière, même s'il y a des choses qui ont été faites. Qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui du pape Léon en la matière? Est-ce qu'il va devoir faire des annonces fortes ? Alors, il va continuer le travail de nettoyage, ou en tous les cas de réforme, qui a commencé avec le pape François, qui a, dans les réformes en question, finalement contraint les évêques à un plus grand contrôle et à des procédures pour rendre les abus sexuels absolument impossible. Et donc, cette culture de la tolérance zéro, elle s'est d'abord appliquée à l'Église des États-Unis. Donc, que le pape soit un Américain, de ce point de vue, n'est pas anodin. Parce qu'il a l'expérience de cette lutte et aussi des difficultés de l'Église catholique. De l'Église catholique. Depuis 20 ans. Depuis 20 ans, et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois pour votre analyse et votre éclairage sur le pontificat du pape Léon XIV.